Morgane, je voudrais maintenant qu'on aborde la question de l'infidélité. Sur la question de l'infidélité, en vrai, il y a vraiment de multiples, je vais dire raisons, parce que il y a de multiples histoires et alors Esther Perel en parle très bien. Il y a quand même, dans ce que j'ai rencontré moi pour l'instant, il y a quand même deux types d'histoires par rapport à l'infidélité. Il y a ce que tu décris, effectivement, il y a un truc de cette question du système couple dans lequel je trouve plus tellement ma place pour une raison ou une autre. Alors, soit parce que d'un point de vue sexuel, j'y trouve plus mon compte, ou on n'a pas du tout les mêmes désirs et les mêmes envies d'évolution là-dessus, et du coup, je vais me nourrir ailleurs. Il peut y avoir un versant qui est plus relationnel, en fait, on est en train de prendre une position dans notre système couple qui a plutôt trait à une relation parent-enfant, et ça vient me couper dans ma sexualité, et je vais me nourrir ailleurs dans mon besoin adulte de sexualité. Voilà. Donc, là où j'ai envie de mettre beaucoup de douceur, c'est que l'infidélité, effectivement, le premier lieu, c'est qu'elle vient nourrir un besoin vital de se sentir en vie, de se sentir exister, et de se sentir considéré en tant qu'être humain. De toute façon, c'est des facteurs qu'on retrouve. Alors, le déséquilibre dans le système couple, il est effectivement l'histoire classique de il s'est passé un truc entre nous, il y a un décalage dans notre système couple et on se positionne différemment, et du coup il y en a un qui va nourrir son besoin ailleurs. Dans ces cas-là, c'est quand même très important d'aller remonter dans l'histoire du couple pour voir qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une des deux personnes qui s'est sentie malmenée, ou qui fait que le positionnement dans le couple s'est décalé et qu'elle est allée nourrir ses besoins ailleurs. Parce qu'il y a très souvent une histoire préexistante à ça, et j'ai un exemple avec ça, d'un couple qui avait fait le choix d'être un couple ouvert. C'était ce qui s'était raconté, et en même temps, ils fonctionnaient, ils avaient une relation exclusive dans les faits. Et à une soirée, le monsieur n'allait pas très bien, et il a eu un moment où il a eu un coup de barre dans une soirée, sa compagne était là, et il était mal à l'aise, et donc il se replie, et c'était une soirée où il y avait principalement ses amis à elle. Et à un moment, il a un malaise, et il fait un blackout, il était plus capable de parler, voilà, un vrai coup de barre physique. Et il entend sa compagne dire: non mais regarde-le, il a trop bu, il va vraiment falloir que je me débarrasse du cadavre, c'est n'importe quoi. Voilà. Et elle ne se rendant pas compte qu'en fait il est toujours conscient et qu'il l'entend. Et il se trouve que quelques jours après, il devait partir en voyage, et qu'au cours de ce voyage, il a eu une histoire avec une de ses ex qui a pris une proportion sur plusieurs jours. Bon. Et elle s'en est rendue compte à son retour de voyage, et ça a fait une grande crise. Et en fait, elle était dans cette colère de « mais c'est insupportable, tu m'as trompé », alors ils venaient de commencer à dire peut-être on fonctionne en mode exclusif. Tu m'as trompé, et en plus avec une ex, ça se fait pas. Enfin voilà, elle était fixée sur ce truc de ce que lui avait fait. Et c'est dans l'accompagnement, en fait, dans l'espace de sécurité qu'on avait créé tous les trois, qu'il a pu dire: mais en fait, tu te souviens pas, mais la soirée avant, en fait, tu as parlé de moi comme ça, tu as parlé de moi comme quelqu'un de gênant, tu as parlé de moi comme d'un cadavre dont il fallait se débarrasser. Et c'était extrêmement violent pour moi. Et moi, j'ai eu le sentiment que, en fait, je n'étais qu'un accessoire dans ta vie. Et j'ai eu besoin, dans une relation, d'aller retrouver mon sentiment d'exister, mon sentiment d'être utile à quelqu'un, mon
sentiment d'être puissant, parce que c'était tout ça qu'il avait vécu dans cette histoire avec quelques jours avec son ex. Le sentiment de pouvoir être un soutien pour quelqu'un, c'était important pour moi, et d'avoir, voilà. Et effectivement, quand il était revenu de ce voyage, il avait retrouvé voilà, une identité, une vigueur, quelque chose de beaucoup plus solide, et ils ont pu avoir des discussions qui avaient amené à oui, on a envie de continuer notre histoire, en même temps, là, on est posé sur un truc qui est pas très sain, donc on va en causer. Mais c'est vraiment l'accompagnement qui a permis d'éclairer tout le cheminement. Elle venait en me disant, mais il m'a trompée, c'est vraiment insupportable. Et lui a pu dire à ce moment-là, bah oui, mais en fait, il y a un moment, en fait, ton comportement a porté atteinte à mon intégrité et à mon sentiment d'apporter quelque chose dans ce couple. Oui. Voilà. Donc ça, c'est, entre guillemets, c'est l'histoire classique, et c'est important d'aller voir ça. Et à partir du moment où elle a pu comprendre qu'elle avait fait ça, qu'elle avait porté atteinte à ce niveau-là, à son intégrité à lui, elle a pu cheminer avec ça et dire ok, ce qui s'est passé, le comportement qu'il a eu n'est pas acceptable pour moi, et en même temps j'avais généré ça avant. Ok, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, et donc Oui. on peut se repositionner. Ça fait pas des miracles, hein. L'histoire elle reste, et ça crée un précédent de fragilité, et en même temps quand on est capable d'aller regarder là-dedans et de dire j'ai ma part de responsabilité, et d'une certaine façon j'ai poussé à ce qu'il ait ce comportement-là pour récupérer son intégrité. Qu'est-ce que je fais maintenant pour que notre couple il puisse être solide, et comment je fais pour arrêter d'attaquer l'intégrité de mon compagnon? Et c'est à ce moment-là qu'on peut reconstruire quelque chose de solide. Et en tout cas, le dossier là, il a pu être posé entre eux, il a pu être déballé complètement, et c'est, entre guillemets, c'est plus quelque chose qui vient maintenant dans leurs disputes et dans leurs interactions, c'est plus quelque chose qui vient comme une bombe nucléaire à chaque fois qu'ils revenaient discuter du truc. Il y a un deuxième mode quand même sur l'infidélité auquel j'ai eu affaire, et il y en a certainement plein d'autres, hein. Le deuxième mode, c'est des personnes qui, pour le coup, on parlait d'attachement, etc., de trauma, des personnes qui ont été parentalisées à l'extrême dans leur enfance. Parentalisées. Qui ont eu à porter l'insécurité émotionnelle, voire peut-être matérielle, hein, ça arrive aussi, de leurs parents, d'un de leurs parents, alors souvent du parent du sexe opposé. Elles ont joué le rôle de parents pour leurs parents. Exactement. Alors, ça peut être uniquement d'un point de vue émotionnel. Dans certaines histoires que j'ai entendues, c'est aussi parfois d'un point de vue matériel, c'est-à-dire des enfants qui, très jeunes, en 9, 10, 12 ans, sont obligés de tenir la maison, se retrouvent à prévoir la liste de courses pour les frères et sœurs, enfin, voilà, aller faire les courses, faire des démarches administratives. Des enfants qui prennent cette place-là, pour leurs parents de sexe opposé, ça peut, c'est pas systématique, hein, ça peut, mais générer quelque chose qui est, quand je suis en lien dans une relation de couple, je vais me remettre à cette place de parent pour mon parent, et donc avoir une relation qui est une relation pour moi, c'est-à-dire quelque chose qui vient me nourrir moi, et pas quelque chose qui est, quand je rentre dans la relation après avoir été parentalisée, je vais avoir une relation pour l'autre, c'est-à-dire je vais être en permanence en inquiétude de est-ce qu'il va bien, qu'est-ce que je peux lui apporter, comment je fais pour que tout roule, est-ce qu'il a les conditions matérielles sont réunies, enfin voilà, il y a une préoccupation comme ça, très très anxieuse de la relation. Est-ce que l'autre va bien? Dans la relation de couple. Ça se réinvite dans la relation de couple. Voilà. Et dans ce cadre-là, à partir du moment où je suis en train de mettre mon compagnon à la place de l'ancien parent, je suis dans cette préoccupation de est-ce que j'ai pourvu à tous ces besoins de sécurité, émotionnelle, matérielle, etc. Il n'y a pas de place pour la sexualité. Ça inhibe le désir, en fait. Et évidemment, donc, je rentre dans la relation de couple et je construis quelque chose de très solide, en apparence, parce que évidemment c'est extrêmement fragile, mais quelque chose de très solide où je m'assure et je maîtrise dans la relation que l'autre est en sécurité émotionnelle, matérielle, etc. Et donc l'autre, il a l'impression que la relation est solide, sauf que c'est impossible. En fait, le désir se nourrit de la distance et de l'admiration. Oui. Quand on est en train de s'occuper de l'autre comme s'il était un petit enfant incapable de se débrouiller tout seul, c'est impossible d'avoir du désir. Et donc les moments où je vais avoir un désir sexuel,
puissant, ça va s'adresser à des personnes qui sont totalement autonomes et qui ne dépendent pas de moi en aucun point de vue. Là, il y a une dichotomie énorme entre j'ai une relation de couple extrêmement stable avec quelqu'un que j'ai sécurisé de toutes les manières possibles et je suis heureux d'être là-dedans. Et en même temps, ma sexualité, elle peut pas être là. Là, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir des histoires en parallèle jusqu'à ce qu'elles puissent bosser sur elles, sur ce lien à la parentalité. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'aller vivre leur sexualité ailleurs que dans leur couple et dans leur construction de couple. Et c'est pas des personnes qui en ont conscience, parfois. Il y a des personnes qui ont très conscience de cette histoire et qui se rendent compte. Il y a des personnes qui n'ont absolument aucune visibilité de ça et qui ne comprennent pas, elles répètent plusieurs fois l'histoire. Je suis avec quelqu'un, c'est bien, etc. Et puis, je vais avoir une relation avec un collègue, une collègue, et c'est hyper excitant, et hop, dès que le ou la collègue commence à dire j'ai envie de plus avec toi, est-ce qu'on pourrait, est-ce que tu quitterais ta... Hop, ça m'intéresse plus. Évidemment, ces personnes-là vont avoir tendance à enchaîner. J'ai envie d'aller construire une relation avec cette personne avec qui j'ai eu une relation sexuelle intense au départ. Et vont reproduire le schéma, c'est-à-dire j'installe la personne dans une sécurité émotionnelle et matérielle, sauf que du coup, ma sexualité va s'inhiber, va se déporter sur notre personne. Moi, j'ai élaboré une compréhension vraiment intéressante de la charge mentale des femmes, mais en dialogue avec des femmes. Et du coup, il me manquait le point de vue des hommes. J'ai été amenée à dialoguer avec Gilles Vaquier de la Baume, qui est auteur de plusieurs livres, et qui travaille avec les papas, lui, avec les futurs papas, avec les jeunes papas, pour éviter des catastrophes, en fait, parce que on a constaté que les couples s'effondrent parfois dans la première année après l'arrivée du bébé. Et donc, il m'a apporté, dans ce dialogue, j'ai découvert des choses que je ne pouvais pas savoir, parce que je ne parle pas avec les hommes, alors que lui parle avec les hommes. Il évoquait ce scénario-ci pour expliquer l'infidélité qui peut survenir parfois. C'était le fait qu'actuellement, on parlait de l'histoire récente, le contrôle des naissances, il date à peine des années 60. 60, 70, et du coup, ça met une responsabilité sur les épaules des parents qui décident. Moi, j'ai retiré mon stérilet pour fabriquer ma fille, donc on est carrément dans un processus de fabrication. Et du coup, ça responsabilise et les parents se mobilisent beaucoup plus, et la maman en particulier, puisqu'il y a une dynamique de couple qui est héritée. Alors, on ne va pas entrer dans cette histoire-là. Ça, c'est pas le sujet de l'instant. Mais en tout cas, ce que Gilles m'expliquait, c'était que actuellement, on fabrique le bébé un peu comme la fleur de notre amour. On sait, mais ça va être la cerise sur le gâteau de fabriquer le bébé. Et donc, au moment où on fabrique le bébé, on est la prunelle des yeux l'un de l'autre. Puis quand le bébé arrive, le monsieur, il n'est plus la prunelle des yeux de la madame. C'est le bébé la prunelle de ses yeux. Et puis là, il y a une espèce de... Je n'ai pas prononcé le mot tout à l'heure, c'est la colonisation intérieure, c'est-à-dire l'intériorisation inconsciente des consignes sociétales de l'idéologie, des modèles, des récits collectifs qui font que dans sa vie qu'on croit privée, on répercute un modèle standard, en fait. Et donc, il arrive régulièrement que la jeune maman, elle croit qu'elle a dans ses programmes la compétence à s'occuper du bébé. Elle l'a porté, elle est capable de s'occuper de lui, et c'est pas le cas du papa. C'est pas vrai, ce truc-là. On est aussi incompétents l'un que l'autre, sauf si, comme tu le disais, on a parenté toute sa fratrie quand on était enfant. Dans un scénario habituel, on n'est pas compétente pour s'occuper d'un bébé. Ça fait que il y a des situations de couple où l'amant est disqualifié quand le bébé arrive, puisque c'est le bébé maintenant qui est le focus de l'attention de la maman, mais qu'en plus, elle se juge compétente et lui incompétent, et donc elle le disqualifie. Cette double disqualification, me disait Gilles, ça peut entraîner des hommes à aller se consoler ailleurs, et ça rejoint un tout petit peu la motivation que tu évoquais par rapport à cet homme qui a été humilié en public. Oui. Il y a aussi, d'un point de vue très purement biologique, et hormonal chez les femmes, il y a une période d'indisponibilité à peu près de 3 ans, effectivement. Le crash test de la période de 1 an pour le couple est déjà importante, mais en fait, il y a 3 ans de zone de risque
dans ce déséquilibre relationnel. C'est au bout de 3 ans où le bébé devient autonome, où il peut être facilement gardé par d'autres personnes, où il y a cette distance qui peut se réinstaller, où effectivement le couple peut retrouver plus sa place. Et c'est là où c'est hyper important de pouvoir, dès le début, de toute façon c'est hyper important que le couple amoureux garde une place. Ça va être extrêmement constructeur pour le couple, mais ça va être aussi extrêmement constructeur pour le bébé, de voir que la maman n'est pas complètement absorbée par lui, parce que c'est important pendant un temps biologiquement qu'elle soit disponible, et qu'effectivement il y ait aussi ce partage de responsabilité et d'apprentissage de la compétence. C'est important pour la construction psychique de l'enfant que la mère ait ce moment d'attention et d'absorption pour lui, parce que les premiers pas de l'attachement, effectivement, c'est important que ça soit sécure pour le bébé, et en même temps, c'est important qu'il y ait cette trinité avec le père qui s'installe, c'est-à-dire la mère n'est pas entièrement dédiée à l'enfant. C'est très angoissant pour le bébé, c'est au début très sécurisant, et après, il y a un truc de, oui, mais elle est là partout, tout le temps, et ça veut dire, et pour le coup, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est si l'enfant est trop nourri, il n'a aucun intérêt à aller voir à l'extérieur. Ça veut dire difficulté à l'école, ça veut dire difficulté de socialisation. C'est tout ça que ça entraîne. Bon, là, c'est des sujets, l'attachement, et notamment les premiers pas d'attachement, c'est des sujets extrêmement précis sur lesquels on apprend encore beaucoup de choses, et notamment sur la construction in utero, déjà de ces schémas d'attachement, et comment le bébé peut être en lien avec le père aussi dès la période de grossesse. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses qu'on découvre là-dessus, mais en tout cas, ces premiers pas dans le monde réel, à l'extérieur du ventre de la mère, c'est extrêmement important qu'effectivement il y ait quelque chose de solide entre les parents, pour que l'enfant soit en même temps soutenu et en sécurité avec les deux parents, et en même temps qu'il y ait de la souplesse dans ma mère n'est pas disponible 100% pour moi. Oui, c'est ça, ce qui va lui permettre de se construire sur base de petites failles qui vont s'installer. Ouais. Mais de failles qui soient à un endroit sain et aligné, constructif. Ouais. Oui. Mais donc là, on parlait le sujet, c'était quand même l'infidélité. Oui. Oui, le sujet c'était l'infidélité. Et pour revenir à cet endroit-là, oui. Alors ça, c'est les moments d'arrivée de l'enfant. D'abord, c'est toujours extrêmement bouleversant. Ça vient pour les deux parents reposer la question de l'identité. Et c'est un moment, l'arrivée de l'enfant, où ça vient réagiter OK, surtout si c'est le premier enfant. OK, je deviens parent, ça veut dire que je deviens responsable d'un être qui ne peut pas se passer de moi. C'est bien flippant quand même, se dire là, jusque-là, je comptais sur moi et j'avais que moi à faire survivre. Là, je suis en charge d'une personne qui ne peut pas vivre sans moi. Voilà, ça vient quand même inviter des angoisses. Et c'est aussi évidemment où ça vient réagiter, c'est le moment où ça vient réagiter tous les sujets non résolus de qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents, qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents en termes de sécurité, d'insécurité, de peur, de transmission, de comment il faut faire avec un enfant, et c'est le moment où tout se réinvite en paquet, de OK, je me sens pas en sécurité, en même temps je sens qu'il faut que j'assure pour un enfant qui ne peut pas se débrouiller tout seul et dont la vie, au sens propre, dépend de moi, et en même temps qu'est-ce que je vais lui transmettre? Est-ce que j'ai digéré tout ce que j'ai reçu de mes parents? Voilà. Et donc il y a tout ça qui se réinvite chez les deux parents, et il y a aussi ce que tu décrivais, je suis plus la prunette des yeux de ma femme, et il y a cette personne-là qu'on ne connaît pas, qui débarque de nulle part et qui vient s'inviter entre nous et qui vient prendre ma place. Alors là, dans la catégorie agitation des insécurités, c'est le moment maximal. Et c'est pas... Parfois, la relation de couple, elle peut être relativement équilibrée, sauf que ça vient réagiter des peurs tellement anciennes et tellement pas digérées. Il y a des personnes... des personnes qui quittent la relation brutalement parce que tout ça est insupportable, en fait. Oui. Voilà. Et effectivement, quitter la relation, ça peut être très frontal, de je m'en vais de la maison, je te quitte et je te laisse avec le bébé.
J'ai pas bossé avec ces couples du coup, mais j'ai eu des femmes au téléphone à qui c'était arrivé. Hein. Voilà. Le monsieur disparaît. Voilà. Et ça peut être s'absenter, ça peut aussi être, je vais beaucoup plus au boulot. C'est quelque chose qui Ah arrive, oui. évidemment. Oui. Le boulot reste quand même pour les hommes un moyen de se définir très important. Ça reste extrêmement prégnant. C'est en même temps leur identité d'être unique. C'est-à-dire, Oui. je suis avocat, je suis machin, voilà. Et c'est en même temps le statut social qui me permet d'être en lien avec ma femme de façon solide, c'est-à-dire je vais être pourvoyeur de sécurité, c'est ça qu'on Oui, c'est attend des ça. hommes dans les sociétés. Je vais être pourvoyeur de sécurité parce que je ramène suffisamment d'argent, j'ai une place dans la société, voilà. C'est ça que j'amène au sein de ma famille et au sein de mon couple. Oui. Et donc être en fragilité là-dessus, c'est toujours extrêmement violent pour un homme. Bon. Donc les moments où dans la famille le bébé arrive et ça vient réagiter chez lui toutes les insécurités de ce qu'il n'a pas digéré lui-même de son enfance, de ce qu'il a reçu, etc. C'est un moment où il va réinvestir son identité adulte, c'est-à-dire mon boulot. Donc c'est des moments où ils peuvent disparaître dans le boulot. Oui. Voilà. Oui, Isabelle Filiosa me disait que statistiquement, avec l'arrivée du bébé, les papas rentrent une demi-heure plus tard. Ouais. Ouais. Statistiquement. Oui, donc ça veut dire que c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des hommes qui arrivent à garder le même rythme et d'autres qui vont se noyer dedans. Voilà. Voilà. Et évidemment, la troisième façon de faire, c'est de garder un pied dans chaque truc, c'est-à-dire un pied dans chaque situation, c'est-à-dire un pied dans ma famille où je suis père et avec mon boulot et je continue ça, et en même temps, je vais voir ailleurs parce que ça me permet de me resécuriser sur le fait que je suis quelqu'un d'intéressant, que je suis quelqu'un de désirable, alors que ma femme n'a plus Dieu que pour son bébé. Voilà. Évidemment, c'est une façon de se sécuriser. Oui. Ouais.